Bienvenue dans la pause café, je m'appelle Camille et dans ce podcast, on parlera de l'entrepreneuriat, de web et de développement personnel avec toutes mes petites réflexions qui se baladent dans ma tête. Tu peux retrouver la pause café sur les plateformes de podcast, donc si tu veux écouter les épisodes, n'hésite pas à t'abonner. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de la pause café. Aujourd'hui, épisode 63 sur comment bien préparer son site pour la rentrée. Cet épisode fait écho à un article de blog qui fait lui-même écho et en tout cas qui est récapitulatif à un live que j'ai donné le 30 ou le 31 août, je n'ai pas la date en tête. Il y aura régulièrement des articles récapitulatifs sur les lives, mais venir pendant les lives permet d'avoir un échange, permet à ce que tu puisses poser des questions si jamais tu as des questions ou des problématiques. Mais aujourd'hui, je te propose de te guider pour bien préparer ton site pour septembre. Quand tu vas écouter cet audio, forcément, on sera déjà début septembre, mais du coup, tu peux reprendre cet article de blog si jamais tu fais quelques petites vacances, par exemple pour Noël, pour les vacances de Pâques, etc., etc. Parce que oui, la rentrée des classes, c'est pas juste pour les enfants, c'est aussi pour les freelances. Premier point, qu'est-ce que ça veut dire préparer son site ? C'est une très bonne question. En gros, préparer son site, c'est en prendre soin et ça va au-delà de juste faire les sauvegardes et faire les mises à jour, même si c'est très important. En général, on essaye de prendre soin de son site. C'est un outil de conversion, c'est un outil de travail, c'est ton support de communication, bref, c'est ton site en fait en tant que freelance, surtout quand tu es prestataire de service, c'est vraiment, on va dire, ton deuxième bras, c'est ton bras gauche un petit peu, parce que c'est sur lui que tout s'appuie, en tout cas pour la plupart d'entre nous qui sommes freelance en prestation de service en ligne, en tout cas freelance en ligne tout simplement, c'est vraiment une part de nous, ce site internet, c'est un peu grâce à lui qu'on a des clients, même si certaines personnes trouvent des clients via Instagram, il y a quand même pas mal d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui ont des clients à cause de leur site internet. Donc en général, on essaye vraiment d'en prendre soin. Et l'été, en tout cas pendant qu'on est en vacances, c'est vrai qu'on a tendance à le laisser de côté et c'est tout à fait normal. Il fait beau, il fait chaud ou alors on est en mode ralenti, on veut profiter de ses proches, on veut profiter pour recharger les batteries. On a passé beaucoup de mois sous l'eau à travailler, on estime qu'on a besoin de repos et travailler sur son site n'est absolument pas notre priorité actuellement en fait. Et c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pourtant c'est quand même le bon moment en tout cas pour les fin août, les vacances d'été, de travailler sur ton site parce que la plupart des gens sont en vacances, du coup tu as beaucoup moins de trafic, tu n'as peut-être pas ou très peu de clients dans cette période-là, donc profites-en pour t'occuper de ton site parce qu'à la rentrée, si tu as plusieurs missions, ça risque d'être un petit peu shorty pour toi et faire tes missions et travailler sur ton entreprise d'un point de vue administratif, peut-être création de contenu, ta vie de famille, plus ton site internet, donc voilà. Personnellement, je me mets absolument pas la pression pour gérer mon site internet. J'organise souvent une session de préparation fin août pour la rentrée de septembre pour bien faire le check-up, faire les vérifications et faire du coup un vérif en fait de tous les points que je vais te lister prochainement. Le premier point, bien sûr, c'est de faire une sauvegarde. Enfin, une sauvegarde ou plusieurs sauvegardes. C'est la première des bases sur n'importe quel site, les sauvegardes. On le dit et on le dira et on le répétera jamais assez. Faire des sauvegardes, c'est super important. Il n'y a pas tellement longtemps, pendant mes vacances de août, j'ai une cliente qui m'a contactée parce que son site ne s'affichait absolument pas à cause d'une extension qui avait coincé. Et quand je lui ai posé la question, mais est-ce que tu utilises Updraft ou est-ce que tu fais des sauvegardes de ton site, elle m'a dit non, pas du tout, voilà. Donc dans son cas, ça a été très vite réglé vu que l'extension s'est dépatouillée toute seule, certainement avec une mise à jour automatique en arrière-plan, tout est revenu. Mais c'est vrai que les sauvegardes sont automatiques. Certaines personnes prennent ça un petit peu à la volée en mode genre, c'est qu'une sauvegarde, ça va prendre, voilà. Je sais pas pourquoi,
Mais c'est vraiment très très simple, très simple hein, de programmer une sauvegarde, et c'est d'autant plus simple de l'envoyer sur son Google Drive. Parce que, je répète et je le répète encore une fois, faire des sauvegardes c'est bien. Faire des sauvegardes sur son hébergeur avec Updraft, c'est déjà un bon début. Mais quand ton hébergeur y plante ou quand tu te fais pirater ton hébergement ou le dossier, en tout cas, où est ton site internet, les sauvegardes, elles sont corrompues. Moi, en tout cas, même si a priori le pirate n'aurait pas touché les sauvegardes, si je vois que mon hébergement est corrompu, je ne réinstalle pas les sauvegardes. Donc les sauvegardes ne me servent à rien. Donc c'est pour ça que je lie mon Google Drive avec mes 2 sites, donc la boutique et mon site principal, ainsi que les sites des abonnements de gestion, parce que comme ça, une fois par semaine, quand je clique sur le bouton sauvegarder, il envoie sur mon Google Drive. Comme j'ai installé Google Drive sur mon ordinateur, du coup j'ai un dossier sur mon PC où il y a tous les dossiers IP qui arrivent tout seul. J'ai pas besoin d'utiliser énormément de connexions vu qu'avec la fibre la synchronisation se fait. C'est Google Drive qui télécharge les fichiers, donc j'ai pas de problème là-dessus. Et puis ensuite je les déplace dans un disque dur. C'est vrai que tu peux télécharger, tu peux faire une sauvegarde depuis ton hébergeur et télécharger les fichiers un par un, mais cette solution elle n'est pas vraiment viable quand tu as énormément de données, parce qu'il suffit d'une baisse de connexion ou d'un truc pour tout faire planter et recommencer depuis le début, et ce sont parfois des grosses sauvegardes. J'ai un site en abonnement de gestion où la sauvegarde elle est vraiment énorme, parce qu'il y a beaucoup d'images, parce qu'il y a beaucoup de produits, parce que c'est vraiment un très gros site, l'air de rien. Donc voilà, donc j'envoie directement sur Google Drive. Moi, je suis la reine des sauvegardes, que ce soit sur les sites ou que ce soit sur les jeux vidéo. D'ailleurs, dans les jeux vidéo, je sauvegarde tout le temps. Sur Pokémon, je sauvegarde après chaque combat d'arène, après chaque fois que j'arrive dans une ville. Sur les jeux d'horreur, malheureusement, il n'y a pas autant de sauvegardes qu'on aimerait pour certains jeux, mais dès que je peux sauvegarder, je sauvegarde. Même si j'ai rien fait de spécialement, on va dire, intéressant, je sauvegarde tout le temps, parce que voilà, je n'ai pas envie de recommencer, et parce que je suis une pro de la save. Donc je sauvegarde souvent sur les sites internet. Quand je vois qu'il y a beaucoup trop de mises à jour à faire, je fais une sauvegarde une avant de lancer les mises à jour, une on va dire en milieu de mise à jour et une après. Dès que je dois faire une mise à jour d'une nouvelle version de WordPress, je le sauvegarde avant et après. Sachant que les mises à jour de WordPress, je te le mettrai un petit peu en fin de cet épisode et du coup en fin de l'article de blog. On les fait vraiment, on attend quelques semaines, 1 ou 2 semaines, ou alors on teste la nouvelle version de WordPress sur un autre site, un sous-domaine qui a exactement le même environnement que ton site à toi. Installe les mêmes extensions que ton site actuel, les mêmes paramètres-les de façon pareille, et teste la nouvelle version de WordPress pour voir d'éventuels bugs. Si au bout d'une semaine t'as rien constaté vraiment qui est vraiment un gros bug, tu peux faire cette installation de cette nouvelle version de WordPress, mais fais une sauvegarde avant. Ça, c'est vraiment très important. Dès que j'installe un site, dès que le site il est installé, même vierge, je fais une sauvegarde Updraft. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de m'enquiquiner à tout refaire. Donc, dès que j'ai installé le site et les extensions, j'installe Updraft. J'ai une liste d'extensions que j'installe à chaque fois dès que je crée un site, qu'après le client ou la cliente peut enlever comme il veut. Mais enfin, moi, j'installe en tout cas des extensions que je trouve pertinentes. Et ensuite, je fais une sauvegarde où je lis bien sûr le site de la cliente avec mon Google Drive tout le long du process jusqu'à qu'elle ait fini de me payer la facture de solde et que du coup ma mission s'arrête, et là du coup je ferme le lien, je ferme la connexion entre mon Google Drive et son site. Mais sinon pendant tout le temps de la mission, j'ai toujours mon Google Drive qui est lié à Updraft. Dans le cadre des abonnements de gestion, en tout cas pour les membres des abonnements, c'est moi qui gère les sauvegardes et qui les stocke sur mon ordinateur ou disque dur. Une fois par semaine, on va dire enfin c'est même pas on va dire, c'est sûr, le lundi pendant la maintenance, je fais 1 à 2 sauvegardes que j'envoie du coup sur mon Google Drive, comme je te le disais précédemment, avec Updraft en version gratuite. Donc vraiment, les gens qui ne font pas de sauvegarde avec Updraft, ne serait-ce que la sauvegarde minimale sur leur hébergeur, et les gens qui ne lisent pas leur Google Drive ou Dropbox, il y a d'autres trucs. Moi je prends Google Drive parce qu'avec Google Drive tu as 15 gigas gratuits. Et du coup c'est énorme. Mais vraiment tu n'as aucune excuse pour me dire ok non, j'ai pas d'extension de sauvegarde automatique. Ne serait-ce une extension qui envoie les sauvegardes sur ton hébergeur, alors que Updraft c'est gratuit. Il nous propose justement Google Drive
et des sauvegardes automatiques quotidiennes, toutes les heures, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, de façon automatique avec la base de données inclus, les médias, les extensions, bref, tout ton site, et une restauration possible dans la version gratuite. Donc autant en profiter parce que de nos jours, une extension qui propose autant de choses en version gratuite, c'est quand même assez rare. Donc profitons-en. Du coup, à la fin du mois, grosso modo, chaque membre possède entre 4 et 8 sauvegardes sur Google Drive que je détiens au cas où j'en aurais besoin. Et bien sûr, les 4 à 8 sauvegardes, c'est sans compter les sauvegardes automatiques que j'envoie sur les hébergements. Pour les abonnements de gestion, elles ont des sauvegardes automatiques. Donc tous les jours, Updraft fait la sauvegarde et envoie sur l'hébergeur les sauvegardes. Tous les jours. Et moi, quand je fais la maintenance, je supprime les sauvegardes de l'hébergeur et je fais une sauvegarde pour envoyer sur mon Google Drive, étant donné que je fais les maintenances tous les lundis. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une sauvegarde quotidienne? Oui et non. En fait, je te dirais oui et non. Non quand c'est toi qui gères ton site. Quand tu es tout seul sur ton site, tu n'es pas obligé de faire une sauvegarde quotidienne. Par exemple, hormis pour la boutique où je fais une sauvegarde quotidienne et ça me paraît normal étant donné que j'ai des clients sur cette boutique et que si jamais j'ai un problème et que je restaure une sauvegarde d'il y a 3 semaines, voilà, ça va être un peu compliqué. Mais sur le site où tu te trouves pour Camille David P15 là, je fais une sauvegarde que le lundi sur Updraft. Je fais pas de sauvegarde quotidienne parce que je suis toute seule dessus. Mais voilà, il y a une membre qui a une boutique en ligne, donc comme moi, donc il y a des commandes tous les jours, il faut faire attention. Il y a certaines membres qui font leur propre mise à jour. Dans l'article de blog, je t'ai mis du coup un tuto YouTube pour te montrer comment sauvegarder avec Drive sur ton hébergement et comment sauvegarder avec Google Drive et comment sauvegarder aussi avec Dropbox. Donc il y a 3 parties à cette vidéo. Le lien de toute façon de l'article et le lien du replay du live sur comment bien préparer son site pour la rentrée est disponible dans la description de cet épisode. Donc si jamais tu veux aller checker un coup, n'hésite pas. Ou sinon tu vas directement sur la chaîne YouTube, il y aura la vidéo de toute façon dessus. Deuxième point, faire les mises à jour. Du coup j'en parlais avec les sauvegardes, c'est extrêmement lié les sauvegardes et les mises à jour, mais c'est la deuxième base d'un site en bonne santé, c'est faire les mises à jour que tu n'as sans doute pas fait depuis début juillet, voire peut-être juin. Alors, je commence direct par les sujets qui fâchent. On ne lance pas 5 mises à jour en même temps. La règle voudrait qu'on fasse une sauvegarde après chaque mise à jour. Je t'avoue que c'est très très long quand tu as 5 mises à jour. Il faut que tu fasses la mise à jour, que tu fasses la sauvegarde, que tu attendes que Updraft en tout cas fasse la sauvegarde. Plus ton site est lourd, plus c'est long. Donc ça peut vraiment être un calvaire. Je te l'accorde. Ce que tu peux faire, on va dire, voilà, c'est de lancer 2 par 2 les mises à jour de façon intelligente. Par exemple, on ne fait pas la mise à jour d'Elementor et d'Elementor Pro en même temps, surtout pas. On fait d'abord Elementor tout court, et une fois qu'Elementor tout court est fait, on fait Elementor Pro. Des fois, Elementor Pro, il est un peu sneaky. Quand tu fais la mise à jour d'Elementor, en fait, il te dit qu'il n'y a plus aucune mise à jour. Dans ce cas, vide le cache de ton site et tu vas voir la mise à jour d'Elementor Pro va revenir. Ça, c'est un bug que je vois sur à peu près tous mes sites. On fait attention aux extensions qui ont souvent tendance à bugger. On essaye de les lancer toutes seules avec une sauvegarde avant. Exemple, il y a une extension qui s'appelle Smash Balloon pour afficher le fil Instagram et il y a eu un moment dans l'année là de 2022 où cette extension elle faisait que de bugger après les mises à jour, soit elle faisait planter le site, soit alors elle était en mode reset après chaque mise à jour, c'était vraiment très très chiant. Du coup j'attendais déjà pour faire les mises à jour, je faisais une sauvegarde avant et je la lançais toute seule et puis après ça a été corrigé. Et on attend aussi quelques jours avant la nouvelle version de WordPress. Donc comme je te disais, tu attends 1 semaine à 2 semaines. Tu peux attendre 1 semaine et la lancer si jamais tu as un sous-domaine avec le même environnement, donc les mêmes extensions, les mêmes configurations que tu as sur ton site principal, que tu installes pour tester. Ça c'est possible aussi. Et si jamais tu as un problème avec une mise à jour, tu peux utiliser l'extension
Health Check and Troubleshooting qui peut aider à faire tes mises à jour. Grosso modo, elle va analyser, elle est très très longue à analyser parce qu'elle analyse tout, ton environnement PHP, ton serveur Apache, etc., etc. Et elle va te dire quelle mise à jour est disponible, est-ce que celle-là elle rentre en conflit avec ça, etc., etc. Petite astuce, si jamais malgré tout ça, tu as fait une mise à jour d'une extension et que tu veux revenir en arrière pour restaurer, en fait tout ça sans faire la sauvegarde ou parce que tu as oublié d'en faire une, hein, et c'est pas bien, tu peux utiliser l'extension WP Rollback qui permet du coup de revenir en arrière des extensions. Je la connais de nom, je l'ai utilisée 2 fois, je te la partage ici, mais à toi de faire ton propre test sur cette extension. Mais c'est vrai que si tu n'as pas fait de sauvegarde parce que tu n'y as pas pensé ou parce que c'était une mise à jour en automatique, tu peux utiliser cette extension pour revenir en arrière, c'est possible. Attention à utiliser avec beaucoup de précautions, c'est une restauration et la restauration c'est vraiment pas quelque chose d'anodin, on fait pas 36 restaurations dans la journée. Troisième point, nettoyer et faire le tri de ces médias. Alors, les médias, c'est quelque chose à ne pas laisser de côté. Pourquoi? Parce qu'on ajoute énormément de médias. Alors quand je dis médias, je parle en particulier d'images, pour tout et n'importe quoi, pour tester une image, parce qu'on s'est trompé d'image, parce qu'on a importé des modèles avec Elementor ou des modèles qu'on a achetés avec des images, parce que on a voulu importer des icônes, etc., etc. Et en plus de ça, parce que chaque image ajoutée dans ton site l'est ajoutée en plusieurs fois dans différents formats. C'est comme ça, WordPress découpe au fur et à mesure tes images et du coup, t'as l'impression tu n'en vois qu'une dans ta galerie, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Donc, ce qui fait que ça prend énormément de place. Alors, si tu es chez O2Switch, tu vas me dire oui, mais chez O2Switch, on a un hébergement illimité, du coup je peux mettre autant d'images que je veux, je n'en ai que faire. Oui, c'est vrai. Tu vas me dire oui, mais si j'ai des images qui sont pas affichées sur mon site, ça va pas forcément ralentir le site pour les visiteurs. Je n'en ai que faire. Oui, c'est vrai. Mais je trouve ça beaucoup plus sain de travailler sur un site où tu as des images que tu utilises, ou en tout cas des images qui sont en adéquation avec ce que tu fais. Je veux dire, pour moi, ça n'a pas de sens d'avoir un site où tu as des images qui sont absolument pas à toi, des images que tu n'as pas choisies. Par exemple, tout ton site est fait avec des templates Elementor, de la librairie d'Elementor, et tu vas avoir des images qui vont pulluler en fait dans ta galerie, et je vois pas du tout l'intérêt, parce que ce sont des images que tu vas certainement pas, et je suis sûre à 200%, certainement pas utiliser sur ton site. Voilà, après c'est une question de principe, mais moi j'aime bien faire le tri de mes images. Du coup, ce que je fais avant la rentrée, c'est le tri. Voilà. Et je supprime ceux que je n'utilise pas directement depuis la médiathèque ou alors page par page. Je clique sur un média. Dans le titre de ce média, je mets un 1 au début, le chiffre 1 au début. Et ensuite, je vais dans la médiathèque pour ranger par ordre alphabétique. Et tous ceux qui n'ont pas de 1, du coup, je les sélectionne et je les supprime. J'ai fait une vidéo YouTube et une IGTV, je crois, sur comment on faisait le tri au tout début de mon année, enfin, tout début de ma vie de freelance. J'essaierai de refaire un autre tuto beaucoup plus poussé et de meilleure qualité. Mais globalement, voilà, tu changes le nom de tes titres, page par page. Et puis, tout ce qui n'a pas un 1, bien sûr, tu vérifies. Hein, c'est bien sûr, voilà, ton logo, il n'a pas un 1. Voilà. Mais en tout cas, ça te permet de voir ce que tu n'utilises pas. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique. Personnellement, je fais des dossiers avec une extension qui s'appelle Real Media Library. Je t'en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps sur mon compte Instagram. Parce que déjà, sache que j'ai une lubie pour les dossiers bien rangés. Sur mon ordinateur, tout est rangé dans des dossiers, puis des sous-dossiers. Les seules choses qui traînent sur le bureau, ce sont les choses en cours ou qui vont arriver. Sinon, tout est classé, tout est rangé. J'ai un dossier Camille David P15. Dedans, il y a un dossier administratif. Et dedans, il y a un dossier impôts, URSSAF, CAF, déclaration, Boursorama, etc., etc. Et donc, forcément, ne pas pouvoir ranger ces dossiers WordPress de base, ça m'a beaucoup ennuyé. Au début c'était gérable, après 2 ans, bon, quand tu souhaites chercher une image, c'est très long, c'est très pénible.
Donc j'ai trouvé une extension payante, et c'est la seule extension payante que j'ai payée dans ma vie d'ailleurs, en une fois à vie, pour créer des dossiers et des sous-dossiers dans ma médiathèque. Le gros avantage de cette extension, c'est que ça ne change absolument rien au lien de ton image. C'est seulement visuel pour toi. Grosso modo, c'est-à-dire que quand tu vas mettre, je sais pas, ton image A dans le dossier A, et que, je sais pas, au bout d'un moment, ton image A, tu veux la mettre dans le dossier B, eh ben sache que le lien de ton image sera toujours le lien de ton image. Et du coup, c'est pas parce que tu la changes de dossier que le lien va changer. Et ça, c'est super pratique et c'est super ingénieux comme système. Pourquoi ? Parce que si tu changes d'image de dossier, ça évite de te retrouver avec des pages où tu n'as plus d'image, en fait. Parce que tu traites tellement d'images quand tu fais un blog, c'est affreux, en fait. Enfin, c'est affreux. C'est vraiment beaucoup de médias, beaucoup de contenu. Et donc, du coup, ça peut vite devenir la merde. Donc je te mets une image dans l'article de blog de comment est-ce que je fais, mais j'ai beaucoup de dossiers. J'ai un gros dossier qui s'appelle ressources gratuites et ensuite des sous-dossiers par ressources gratuites. Dernier point du coup de cette checklist sur comment préparer son site pour la rentrée, c'est de faire le tour de tes pages principales. De tes pages secondaires si tu en as très peu, mais enfin si tu as 115 articles de blog ça risque d'être un petit peu long, mais principalement de tes pages principales. Qu'est-ce que j'appelle page principale ? C'est tout ce qui est les pages de ton site, donc accueil, tes offres, contacts, blog, à propos, etc. Pour plusieurs choses, pour voir si tout est bien en responsive, si rien n'a bougé. Il se peut que après un certain temps et en fonction des mises à jour que peut rencontrer les extensions, des fois ça bouge un petit peu, il y a des petits bugs, voilà, il y a un pixel qui est décalé, il y a un titre voilà, qui est mal fait. Voilà, il faut quand même vérifier ça, modifier et mettre à jour quelques textes, que ce soit pour rester en conformité avec les règles du SEO au niveau de l'algorithme principalement de Google, enfin des moteurs de recherche, ou pour modifier des textes qui ne seraient plus vraiment alignés avec toi-même, voir si la page fait toujours écho en toi, si elle est alignée avec ton business bien évidemment, vérifier les liens qui seraient potentiellement cassés, ajouter des liens par exemple dans certaines pages parce que voilà t'as créé d'autres contenus et t'avais oublié de lier deux pages entre elles, bon tu mets un lien, potentiellement modifier un petit peu la structure de tes pages, pimper un petit peu le truc. Un site internet ça a besoin de vivre, alors c'est vrai que tes pages principales vont rarement énormément bouger, qu'on soit bien d'accord, on ne change pas sa page d'accueil tous les mois, on ne change pas sa page contact tous les mois, certes, mais un site internet, il faut que ça bouge, il faut que le texte, les images bougent. Si tu as une boutique en ligne, par exemple, je pense à 17 mai qui a une boutique en ligne, créatrice, on va dire de couture, etc., éco-responsable et français, sur son site, elle a des images d'été, et je lui dis voilà, pour promouvoir peut-être un petit peu la période d'hiver, Noël, on pourrait par exemple proposer des photos, ou si un jour tu fais un shooting l'hiver, proposer ces photos là sur ton site. C'est par exemple voilà, changer les photos, rajouter peut-être du contenu, rajouter des petits trucs, tu vois. Un site internet, faut que ça vive, même s'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer sur tes pages principales, il faut quand même que ça bouge un petit peu, pour que le visiteur qui vient régulièrement sur tes pages ait une raison de venir sur tes pages. Avant de terminer du coup cet épisode de podcast et du coup de terminer cet article de blog, je tenais à te préciser que si jamais tu as un souci avec ton site internet, que tu as besoin d'aide, que tu as besoin d'un guide, que tu as besoin d'un deuxième cerveau parce que tu es bloqué. Par exemple, tu souhaites faire une page de vente mais tu sais absolument pas comment la structurer, tu tournes en rond et d'un côté tu n'as pas spécialement envie de déléguer quelqu'un pour qu'il te la fasse toi-même, ou alors voilà, tu souhaites modifier et améliorer ton site visuellement parlant mais tu es bloqué. Tu sens que ton site il est là, tu sais qu'il faut le changer mais tu sais pas par quoi commencer, t'es un petit peu perdu et t'as pas spécialement envie de payer une refonte complète. Ça je peux l'entendre, moi c'est ce qui s'est passé sur mon site internet. Mon site internet avant, tel que tu le connaissais peut-être, j'étais coincée, je voyais pas trop quoi faire et j'ai fait une refonte grâce au conseil du coup de Justine qui a été ma coach pendant le programme Réveille ton biz.
eh ben, sache que je propose l'Expresso Elementor, qui est en gros 3 heures de mentorat avec moi, avec des replays et des ressources gratuites sur Notion, ainsi que ma disponibilité pendant 3 semaines via Telegram, où en fait on travaille ensemble à deux, donc 2 cerveaux, sur une problématique de ton site. Il faut l'améliorer, j'arrive pas à faire ma page de vente, j'arrive pas à faire la refonte de mon site, je sais pas comment faire la création de mon site, je n'arrive pas à maîtriser Elementor, j'ai un souci avec WordPress, je ne sais pas utiliser WordPress. Bref, c'est 3 heures où on travaille ensemble sur ton site, donc ça peut être une problématique en particulier, ou alors juste tu souhaites apprendre à maîtriser WordPress et Elementor. Après, attention, on ne maîtrise pas Elementor et WordPress en 3 heures, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, si tu souhaites avoir une prise en main, un peu comme des cours de soutien quand tu étais un peu plus jeune, en maths, moi pour ma part, n'hésite pas. Ça s'appelle l'Expresso Elementor. Il est disponible dans la description, sur l'article de blog, sur mon site et également sur la boutique, étant donné que tu réserves l'achat de l'Expresso Elementor sur la boutique. Et il est à 350 € pour les 3 heures de mentorat, les replays et les ressources en fonction du coup de nos visios via Notion, et ma disponibilité pendant 3 semaines via Telegram, où voilà, même si en dehors de nos visios t'es bloqué, t'as une question ou autre, tu m'envoies un message vocal, un message écrit, un message vidéo via Telegram, et moi je te réponds sous 24 heures hors week-end, jour férié et le jeudi bien évidemment. Donc voilà, je fais un petit peu de l'auto-promo, mais je pense que ça peut être pas mal de proposer ce genre de service, parce que des fois, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, il y a certaines clientes qui sont coincées et ça serait trop inutile de payer une prestataire pour ça, alors que finalement c'est juste, il faut juste du soutien, on va dire... pas où c'est moi qui réalise, mais où en fait on planche à deux sur une problématique sur ton site. C'est vraiment ça en fait. On se met vraiment ensemble comme une équipe et on discute de comment améliorer ton site, qu'est-ce qui pourrait être mieux, qu'est-ce qui pourrait être un petit peu dérangeant, etc., etc. Et du coup, la conclusion de cet épisode de podcast et de cet article de blog, c'est que pour préparer son site pour la rentrée, en tout cas pour n'importe quelle grosse rentrée, ça ne se fait pas en une journée, sauf si tu t'occupes de ton site régulièrement ou que tu délègues sa gestion, comme moi avec les abonnements de gestion. Tu peux prévoir un petit planning dans ton agenda avec 2 heures par jour pour continuer de profiter de l'été ou de tes vacances, et ça devrait normalement le faire. Grosso modo, ce qui est vraiment le plus long, c'est de trier ses médias et de faire le tour de tes pages principales. Faire les sauvegardes et faire les mises à jour, grosso modo ça devrait te prendre 1 heure, 1 heure et demie, maximum 2 heures, mais voilà, après tout va dépendre de ton site. Si ton site a que 4 pages, globalement en 4 heures ton site il est bon en fait. 4-5 heures ça devrait être bon. Si tu as un plutôt gros site comme moi entre guillemets, enfin un site à peu près normal d'articles de blog, et que tu veux aussi vérifier les articles de blog, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Donc voilà, à toi de caser quelques heures par jour dans ton agenda, 1 heure, 2 heures, le matin, le soir, tranquille, pour du coup bien le préparer pour la rentrée tout simplement. Et surtout, un truc super important et non négligeable, et tu m'écoutes, hein, tu ouvres tes oreilles et tu m'écoutes, attention, c'est que tu n'oublies pas de sauvegarder à la fin sur ton Google Drive, ou en tout cas tu sauvegardes, mais tu télécharge les fichiers de sauvegarde, surtout si tu as un gros site, surtout si ça fait des années que tu as ce site là et que tu l'aimes ton site, tu sauvegardes. Si ton site il a 1 semaine, bon à la limite on peut s'arranger. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcasts ou sur Spotify, ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. Si jamais tu veux en savoir plus sur les lives, parce que du coup les lives c'est là où tu peux poser tes questions et où je peux répondre à tes problématiques, n'hésite pas du coup à me suivre sur Instagram. Je mettrai régulièrement bien sûr des posts où je définis quand est-ce qu'il y a des lives durant le mois en question. Et sinon, j'espère que tu auras appris quelque chose avec du coup cet épisode et cet article de blog. Je te laisse, je te souhaite une très très bonne rentrée, je te souhaite plein de courage et beaucoup de bonheur dans cette fin d'année, parce que pour moi septembre, décembre c'est la fin d'année. C'est la dernière ligne droite avant 2023, et oui déjà. Donc voilà. Je te dis à bientôt sur les réseaux, et puis sur ce, bye bye!
À plus!